Bonjour, je suis Roselina ici, épouse et mère de 3 merveilleux enfants. Depuis la naissance de mon fils aîné, grand est le nombre de fois où je me suis heurtée à différentes problématiques relatives à l'éducation et à la parentalité. De ce petit bout de chemin est né en moi ce battement de cœur qui a mené à la création du concept Cotea. Cotea, c'est cette émission pour vous comme pour moi, à visée éducative et ludique. Cotea, c'est cette équipe de femmes avec qui nous allons vous présenter des sujets impactants concernant l'éducation et la parentalité. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui vous concerne et qui nous concerne aussi énormément. Qu'aimerais-tu faire quand tu seras grand? Cette question vous parle forcément parce qu'on vous l'a déjà posée plus d'une fois. À nous aussi, on nous l'a déjà posée. Nous allons parler d'orientation scolaire avec notre équipe Cotea maintenant. Bonjour les filles. Bonjour Roselyne. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors aujourd'hui, on va parler d'orientation. Un sujet qui vous concerne forcément, qui nous concerne tous, qui concerne aussi ceux qui nous regardent. Parce que finalement, la notion d'orientation, elle nous suit tout le temps dans notre vie. Et on va essayer avec vous de se focaliser sur la place du parent d'orientation, en ce qui concerne les valeurs, en ce qui concerne le coût que ça peut représenter. Est-ce qu'il faille se préparer en amont, beaucoup plus tôt, depuis la naissance de l'enfant, je ne sais pas, ou pas? Et puis, on va aussi discuter avec Tata Elvie de qu'est-ce que les médias et la culture représentent, en tout cas dans tout ce qui concerne l'orientation. Alors, quand je parle d'orientation, il y a une citation clé qui monte à mon cœur, qui est la suivante. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. À chaque fois que je lis ça, je pense en fait à la place du parent dans l'orientation de son enfant. Avant même en fait que l'enfant naisse, l'enfant est appelé en fait à devenir, je ne sais pas moi, architecte ou médecin ou plombier ou designer ou boulanger. Et dans ta rubrique Bonne valeur, Dora, quelle est pour toi la place du parent dans l'orientation de son enfant? Aujourd'hui, dans la rubrique Bonne valeur, nous allons parler de ces choses qu'il est important en tant que parent de savoir dans le cadre de l'orientation de nos enfants. Cela va sans dire que le rôle du parent est indispensable dans l'orientation des enfants. Mais il y a des notions à savoir. Un parent doit noter que c'est à lui d'inculquer à l'enfant que la formation est importante. Je ne parle pas de l'école de façon conventionnelle parce qu'il ne s'agit pas là du seul canevas pour aboutir à quelque chose ou à un métier. J'ai parlé de la formation de façon générale. L'obtention d'un diplôme ou d'une accréditation est clairement une plus-value pour quelqu'un qui cherche du travail. Il est important, pour se démarquer d'entre plusieurs, d'avoir un diplôme, d'avoir une accréditation, d'avoir une attestation, d'avoir quelque chose, d'avoir une formation. C'est pour ça qu'il est indispensable pour nous parents d'investir dans la formation de nos enfants. C'est notre devoir de leur inculquer qu'il faut être formé et compétent dans son domaine. Le maître mot, c'est tu fais ce que tu veux, mais tu le fais bien. Donc l'enfant doit comprendre assez tôt que la formation, ça va être quelque chose d'indispensable, quelque chose qui va l'aider pour son avenir personnel. Ensuite, il est important pour les enfants de comprendre que la réussite sera toujours au bout de l'effort, sera toujours au bout de la persévérance. La réussite ne sera jamais servie sur un plateau. On va vite comprendre à un moment que la réussite sera toujours le résultat d'un travail. On connaît plusieurs enfants qui, à l'école primaire, étaient brillants et sans fournir d'efforts particuliers, accumulaient des réussites. Et c'est aussi des schémas qui, nombreux se sont retrouvés en échec scolaire parce qu'au bout d'un moment, les bonnes notes qui tombent du ciel, ça ne fonctionne plus. Au bout d'un moment, il va falloir travailler pour avoir des résultats. Et c'est à nous, parents, de l'inculquer assez tôt à nos enfants. D'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet. Ma grande, en CM1 cette année, première année d'histoire géo,
bien naturellement, hein, comme tout enfant, j'ai retenu en classe, j'ai tout compris. Elle n'avait pas compris en fait qu'il fallait réviser. Donc il a bien fallu lui inculquer que c'est bien de retenir en classe, mais les leçons, ça s'apprend. Et même quand on les connaît, on les révise et on les révise encore. C'est comme ça qu'un enfant apprend à travailler, parce que ça sera indispensable pour réussir plus tard. Alors, le troisième point que je vais voir avec vous, chers parents, c'est l'implication dans les choix de nos enfants. C'est indispensable pour un parent d'être impliqué dans les choix professionnels de son enfant. Par contre, cette implication doit tenir compte des aptitudes et des battements de cœur de l'enfant. Les parents, naturellement, doivent s'impliquer. C'est normal qu'un parent se sente concerné par le devenir de son enfant, par les choix de son enfant. Et il doit connaître son enfant pour l'aider au mieux. Nous sommes leur repère. Donc, naturellement, on va se tourner vers eux pour avoir un conseil. Moi, de la première, dans mon parcours scolaire, à un moment, après ma licence en physique-chimie, j'étais un peu perdue dans ce que je voulais faire après. Et je me suis naturellement tournée vers mon père. Bah, c'était mon repère, il fallait qu'il me conseille. Et donc, c'est normal, nous sommes leurs conseillers, nous sommes leurs coachs. On doit absolument se sentir impliqué par leur avenir, se sentir un conseil en fonction de notre propre expérience. On doit pouvoir aider nos enfants dans ces choix cruciaux de leur avenir. Par contre, il n'est pas question de dupliquer nos rêves dans leur vie. Alors, c'est pas parce que j'ai raté ma vocation de pilote de l'air que je dois trouver un pilote dans ma maison. C'est pas parce que je suis avocate que je dois absolument sortir la relève de mon cabinet dans ma maison. Il faut prendre conscience que un enfant a ses aptitudes, a ses propres désirs. Et il faut en tenir compte. On est des conseillers, on n'est pas des dictateurs. Alors, je finirai par cette phrase de mon prof d'anglais au collège qui disait: dans la vie, c'est pas les plus intelligents qui réussissent, mais les plus ambitieux. Alors, chers parents, c'est notre rôle que de mettre de l'ambition, de mettre des rêves et de mettre des visions dans les yeux de nos enfants. Alors Dora, tu parlais tout à l'heure de parents qui sont plus dictateurs qu'accompagnateurs. C'est ceux qui se disent, moi j'étais docteur, je veux un enfant docteur parce qu'il doit récupérer mon cabinet, reprendre mon cabinet. J'ai un enfant architecte, je veux qu'il fasse pareil, et ainsi de suite. Alors, on a plein d'idées reçues qui nous font comprendre que lorsque les parents n'ont pas fait de longues études, eux, ils sont comme dans l'incapacité de bien orienter leurs enfants. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'orientation, Roselyne, elle peut se vouloir technique, mais c'est surtout un accompagnement et un coaching. On a des exemples de réussite d'enfants ingénieurs. Mon père, il était ingénieur. Sa mère, elle a été couturière. Le rôle d'un parent dans l'accompagnement, c'est pas seulement de prodiguer les conseils techniques. J'ai envie de dire, on a parlé de persévérance et il y a une histoire de mindset, de coaching, d'accompagner son enfant à persévérer. Je sais ce que c'est une vie sans diplôme, sans qualification. Je ne veux pas que mon enfant reproduise ce schéma-là. Et donc, je suis son premier supporter et je le coach véritablement pour qu'il puisse arriver là où moi, j'ai pas pu arriver. Donc, Rosine, ses parents, ils ont leur rôle à jouer aussi dans l'accompagnement et dans l'implication. Bien sûr que ses parents ont leur place. Ils ne pourront pas donner les conseils techniques, mais ils seront certainement des mentors de taille pour leurs enfants. J'ai même envie de te dire que finalement, je pense même qu'il y a beaucoup d'exemples dans le monde qui nous montrent de personnes qui ont terminé comme étant des forces, des grands modèles, des grands hommes d'affaires, de forces, de grands modèles de réussite et qui ont eux eu des parents qui n'ont pas fait de longues études. Et là, ça nous prouve encore que l'implication du parent a sa place, mais importante parce qu'en fait, on voit que lorsqu'un parent nous accompagne et qui nous pousse dans la persévérance, dans l'excellence, finalement, l'enfant, il est comme porté et il devient en fait un aigle. Il prend son envol comme un aigle. Alors, Cyrielle, Yes, on va parler coût, exactement. d'accord? Alors, moi, j'ai remarqué une chose dans le monde du professionnel, en tout cas, c'est que lorsqu'on va chercher un employé, on veut toujours que ce soit le meilleur. On veut toujours avoir le meilleur de son côté. Donc, le monde est toujours à la recherche du meilleur. Donc, le meilleur, celui qui sort de la meilleure école, mais tout ça, ça a un coût. Et orienter les enfants en Afrique, ce n'est pas facile. Parce que déjà, j'ai l'impression qu'on ne sait pas où les envoyer. On n'a pas un système forcément très développé en ce qui concerne les études supérieures chez nous. Et ça coûte juste, mais extrêmement cher. On a l'impression, en tout cas, justement, là, tu vas me convaincre pour que je puisse comprendre en fait, pardon, que ce n'est pas le cas. Mais comme l'homme prudent voit le mal venir de loin, là, avec toi, on va savoir
où est-ce que nos enfants vont aller faire leurs études supérieures en restant sur le continent africain. On a très peu d'informations sur les universités et écoles spécialisées au niveau du continent africain. Pourtant, il y en a de très bonnes et des fois, le coût est très intéressant pour les formations égales. Nous avons des formations qui sont de niveau intéressant avec des coûts moindres en Afrique. Alors moi, je me suis focalisée aujourd'hui sur 3 écoles en Afrique francophone pour donner un petit peu un petit panel, mais c'est vraiment un panel assez réduit des écoles que l'on propose. Il y a 2 écoles d'ingénieurs et une école d'architecture urbanisme, parce qu'on ne parle pas souvent d'architecture en Afrique, et pourtant il y a des écoles qui sont spécialisées pour ça. Alors la première école dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Cette école est basée à Lomé et au Togo, et elle a été créée à la suite d'une résolution des chefs d'État de l'OCAM en 1975. La bonne nouvelle, c'est que le Congo faisait partie de l'OCAM à cette époque. Cette école accueille plus particulièrement des élèves boursiers de chaque État en fait membre. Et sinon, si on y va en privé, le coût de la formation est de 2 500 000 francs par année. Et l'avantage, c'est que nous sommes dans des villes moins chères, où le coût de la vie est beaucoup moindre qu'en Europe, avec une formation égale à une formation en Europe. Et le petit plus, c'est que l'urbanisme qui est fait là-bas et l'architecture qui est fait là-bas, ce sont des cours qui seront adaptés en fait aux réalités africaines et aux villes africaines. Et c'est ce dont on a besoin aujourd'hui, vu l'urbanisation accélérée de nos villes et vu les problématiques que nous avons en architecture en Afrique, notamment par rapport aux matériaux à utiliser, à l'environnement et à tout ce qui est réchauffement climatique aujourd'hui. Ensuite, je vais vous parler de l'école de ZIE. Je ne sais pas si beaucoup en connaissent et je pense que c'est une école qui gagne à être connue. C'est une école d'ingénierie, d'eau, d'électricité et d'énergie, bâtiments et travaux publics qui se trouve au Burkina Faso. Cette école est spécialisée, donc, comme je l'ai dit, dans l'eau, l'assainissement et en fait dans tout ce qui est développement durable et environnement. Et ce qui est bien avec cette école, c'est qu'à niveau égal de formation, 2 IE est 3 fois moins cher qu'en Europe. Pourtant, elle a les mêmes accréditations qu'une école du même type en Europe. Alors, on va arriver à la facture. Donc, le coût se situe entre 1 million et 2 millions de francs CFA selon la filière de formation et l'année d'entrée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 40% des étudiants de 2IE qui sont boursiers et que les familles vont bénéficier d'un échéancier de paiement favorable pour pouvoir financer les études de leurs enfants. Enfin, je vais vous parler d'une école qui est située ici, au Congo, et notamment à Pointe-Noire, Lucas Kikam, qui n'est pas très connue, et pourtant, elle aussi gagnerait à être connue parce que c'est une école d'ingénieurs. Elle a une certification de la commission des ingénieurs en Afrique centrale et elle fait des formations au Congo, au Cameroun et elle a beaucoup de partenariats internationaux, notamment l'université Sherbrooke au Canada pour les études supérieures. Alors Lucas Kikam, ce sont des formations d'ingénieurs, principalement ingénieurs de procédés, ingénieurs informatiques, ingénieurs généralistes. Il y a le parcours entrepreneurial et le parcours professionnel. Il y a aussi ingénieur généraliste par apprentissage ou une licence professionnelle en maintenance industrielle. Le coût de la formation commence à 1,8 million et jusqu'à 2,5 millions, dépendamment des filières et du nombre d'années que l'on fait au niveau des études. Ce qui est aussi intéressant au niveau du parcours d'apprentissage de la formation UCAM, c'est que le coût de la formation est moins cher, donc à 600 000, et en même temps accompagné d'un contrat d'apprentissage pour les apprenants qui peut déboucher éventuellement à un emploi ou à d'autres perspectives dans le milieu professionnel. Pour finir, il faut garder à l'esprit que les meilleures universités sont en Afrique du Sud, en Égypte pour l'Afrique en général, et sinon en Afrique subsaharienne ou francophone, on reste beaucoup axé sur le Sénégal qui demeure numéro 1 dans les universités et les écoles, peu importe les filières. Voilà. Alors, ma question est la suivante.
Du coup, pourquoi est-ce que, de manière générale, il y a pas mal de parents qui focalisent sur l'Occident ou sur, hors Afrique, en tout cas en se disant, aujourd'hui, on est beaucoup tourné vers l'Asie, on envoie nos enfants en Chine. À l'époque, ça a été la France, la France, la France. Ça a été le Canada, ça a été les États-Unis. Mais là, la Chine prend un peu le dessus sur les orientations scolaires. Alors pourquoi est-ce que les parents sont autant tournés vers d'autres continents que le continent africain, en fait? Bon, moi je pense que cette réponse peut avoir plusieurs volets. Il y a d'abord un volet, on va dire, mentalité. C'est traditionnellement, on envoyait les enfants à l'étranger pour étudier, et quand ils revenaient sur le continent avec des diplômes étrangers, ils étaient mieux cotés. Donc, il y avait cette partie de la réputation de l'école. Bon, aujourd'hui, ça change parce que, par exemple, au Sénégal, vous allez retrouver Subdeco, qui est aussi en France. Vous allez retrouver HEC, qui est à Abidjan et à Dakar. Donc, à formation égale, on peut rester sur le continent, sur ces grandes écoles européennes qui, quand même, pèsent assez fortement sur le CV. Il y a aussi une autre problématique, c'est qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a très peu d'écoles africaines qui sont classées dans le top 100, on va dire, des meilleures écoles du monde ou des meilleures universités du monde. On n'y retrouve aujourd'hui, honnêtement, que l'Afrique du Sud et l'Égypte. L'Afrique du Sud reste la meilleure option aujourd'hui si on ne veut pas quitter le continent pour envoyer des enfants étudier à l'étranger, parce qu'ils ont déjà la plupart des filières. Et au niveau cote internationale, ils sont très très bons et ils vont toujours plus haut et toujours plus loin en fait. Donc même leur master, leur MBA commence à être coté au niveau international. Après, il y a une troisième réponse, c'est une question de com aussi des écoles et de recherche. On va aller là où c'est plus facile, donc en Europe, en Chine qui, elle, communique beaucoup, donne beaucoup de bourses aussi, il faut le dire. Tout comme aujourd'hui l'Ukraine aussi donne beaucoup de bourses. Bon, on a vu ce que ça donne aujourd'hui parce qu'on se dit que ces pays-là sont beaucoup plus stables, mais en fait, non, on ne sait pas d'où les crises peuvent arriver. Le problème aussi, c'est qu'en Afrique, on a moins de bourses. Donc ça va être plus des fonds personnels et c'est un peu plus compliqué. À part les deux écoles dont j'ai parlé, où les bourses, c'est sûr. Surtout l'école d'urbanisme et d'architecture, eux, ils commencent par les élèves boursiers et ensuite, ils prennent, s'il y a encore de la place, ils prennent du privé. Alors les filles, moi j'ai noté en faisant mes recherches que 70% des travailleurs s'ennuient à leur poste de travail. C'est énorme, 70%. Alors je me suis dit, est-ce que c'est parce que le poste qu'ils occupent ne les intéresse pas? Est-ce que c'est parce que la formation qu'ils ont eue ne correspondait pas en fait à leur profil? Parce que finalement, dans les bandes valeurs, on parlait de l'accompagnement des parents, mais in fine, c'est pour que l'enfant soit la bonne personne au bon endroit. Parce que moi, j'ai un coup de gueule à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous répondez, vous, là-dessus? Oui, je pense qu'en Afrique, on a de bonnes formations parce que c'est pas pour rien qu'on a des pays qui sont quand même dans des classements tels que le Sénégal, l'Afrique du Sud ou l'Égypte. C'est que les formations existent. Mais je pense que là où on pêche, c'est qu'il y a plus de promoteurs businessmen que de promoteurs formateurs en fait. Donc ça, il faudrait que ça change pour qu'on ait une adéquation entre la formation qui est donnée et qui a un niveau intéressant et l'étudiant qui sortirait de ce type de formation en Afrique et qui serait au même titre égal à celui qui sort d'une formation en Europe. Donc moi, je pense que c'est vraiment au niveau de la formation que ça se situe et au niveau de l'orientation de base, en fait. Alors moi, honnêtement, ce que je pense dans ta question, il y a deux points qui sont relevés. La notion des personnes qui se forment soit en Afrique, soit ailleurs, et aussi la notion d'employés qui s'ennuient sur le poste de travail. Déjà, pour moi, je pense que former ici en Afrique ou ailleurs, moi, je pense que c'est la personne qui y met du sien en fait dans sa formation en fait. Tu peux commencer une formation, l'école te donne ce qu'il y a, mais si vraiment toi tu as cette soif, tu as cette passion d'apprendre, ben aujourd'hui il y a l'école la plus grande qui est Internet où tu peux apprendre tout ce que tu veux, rajouter quelque chose à ce que tu es en train d'apprendre. Donc moi je pense que c'est la personne et son implication dans son avenir et dans sa formation et dans ce qu'elle fait. Et par rapport aux entreprises, le fait de s'ennuyer au lieu de travail, moi je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font des formations
auxquels ils ne sont pas appelés, justement parce qu'on a dit que si tu fais ça, tu gagneras beaucoup d'argent, si tu fais ça, tu auras rapidement un boulot. Et donc, du coup, quand la personne fait, en travaillant, elle se rend compte que ça ne correspond pas à ce qu'elle veut ou bien à sa vie. Toi, tu es boulanger de vie, tu vas te retrouver à être docteur. C'est pas la même chose, en fait. Il faut d'abord que les personnes arrivent à se connaître et justement, là joue le rôle des parents. C'est dès le bas âge qu'on reconnaît en quoi mon enfant il est bon. Ta fille, déjà, elle tricote des choses. Il faut dire que cette personne, c'est la mode, son truc. Donc, les parents sont là pour voir les enfants parce que nous, les enfants, des fois, on ne se voit pas, on ne se connaît pas ou bien on ne sait pas tout de suite qu'est-ce qui est bon pour nous. Et deuxième coup de gueule, c'est par rapport aux entreprises. Je pense que les entreprises rentrent beaucoup dans le conformisme. Arriver en entreprise, ils s'ennuient parce qu'il n'y a pas de défi à relever. Il n'y a pas d'innovation. On fait la même chose tous les jours, le train-train de vie. Même si c'était ce pourquoi on était appelé, mais on n'a pas de défi. Donc, du coup, on va s'ennuyer sur le lieu de travail. Donc, voilà mes petits points par rapport à ces phénomènes. Et d'ailleurs, il y a des chercheurs de tête qui viennent en Afrique recruter les meilleurs qui, des fois, ont été formés sur le continent pour les emmener à l'étranger. Peut-être aussi parce qu'on ne sait pas forcément les exploiter comme il faut. C'est ce que tu es en train de dire, en gros, sur le continent, parce que, faute de challenge, justement, ils s'ennuieraient peut-être sur le continent et on les emmène sur des territoires où ils sont challengés quotidiennement. Et on nous prend, il y a une fuite comme ça, de tête, de talent, de potentiel vers d'autres continents. Donc, comme quoi, chez nous, on forme bien les gens aussi et on a du potentiel. Et c'est important aussi de relever le fait que c'est la personne aussi qui compte. Sa soif de l'excellence, son ambition, ce désir en fait qui brûle en lui de vouloir toujours donner le meilleur et aller de l'avant. Et l'autre coup de gueule, c'est qu'en réalité, j'ai remarqué que auprès de beaucoup de parents, ça part très tôt. Depuis la crèche, depuis la maternelle, l'école primaire, on se dit que forcément le système un peu, entre guillemets, français, on a beaucoup d'écoles, système français, école internationale, école, système canadien, et on se dit que ce sont les meilleurs en fait. Et là, je rejoins le coup de gueule de Cyrielle sur les promoteurs. Vraiment, est-ce que c'est du business ou est-ce que c'est vraiment, vous avez vraiment été à appeler, votre vocation, c'est vraiment ça, c'est vraiment former, c'est vraiment transmettre le savoir pour former une future génération excellente. Et c'est là que se pose un peu tout le problème qu'on rencontre en fait quotidiennement en tant que parent, en tant qu'accompagnateur. Il y a tout ce système-là qui est un peu confus et qui fait que des fois, en tant que parent, on est un peu perdu. Vraiment. Et là, c'était vraiment la fin de mon coup de gueule. On ne va pas faire que ça. On va passer à la prochaine rubrique tout de suite. Elvie, alors c'est quoi ça? Tu nous parles des générations. Qu'est-ce que ça a à faire avec l'orientation scolaire en fait? Alors qu'on parle d'orientation scolaire, il faudrait bien sûr comprendre ces personnes qu'on doit orienter, leurs mécanismes, leur manière de fonctionner. Et nous allons parler tout de suite de la génération Z. Alors, gardez votre calme, on ne va pas faire de l'alphabet, mais la génération Z, qu'est-ce que c'est? Ce sont ces jeunes qui sont nés à l'ère de l'informatique et d'Internet. Ce sont ces jeunes ultra connectés. Alors, on va faire un petit retour en arrière pour comprendre un peu ce que c'est les générations. On parle de génération Z, à quel moment on a commencé par A. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans un siècle et quand on dit siècle, on note son temps. 100 ans et en 100 ans, il y a 4 types de générations qui voient le jour. Donc, le siècle dans lequel nous vivons a commencé donc depuis 1930 et prendra fin en 2030. Donc, ça fera bien 100 ans. Et dans ces 100 années, nous avons eu 4 types de générations qui sont nées. La première génération est la génération silencieuse. La génération silencieuse, elle est subdivisée en deux vagues. Il y a la première vague qui est la génération baby booster. Ce sont justement ces gens qui sont nés de 1930 à 1945, ceux qui ont connu les différentes guerres. Et ensuite, il y a la génération, le deuxième volet, c'est la génération des baby boomers. C'est cette génération qui est née juste après-guerre, donc de 1945 à 1960. On dit silencieuse parce que on n'a pas trop entendu parler de cette génération, du fait des guerres, de l'après-guerre. Donc voilà, sont tous le terme génération silencieuse. Ensuite, nous avons
la génération X. Cette génération a été beaucoup marquée par la révolution industrielle qui est de 1960 à 1980. Ensuite, nous avons la génération Y qui bénéficie justement de la suite de la génération X, qu'on appelle encore génération sacrifiée à cause des crises. C'est de cette génération qu'est né le système métro-boulot-dodo, où justement on a entendu parler des personnes qui s'ennuient au boulot. Et pour terminer, par rapport au sujet que l'on parle, il y a la génération Z. Donc ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui sont nés de 2000 et jusqu'à 2030 en fait. C'est les jeunes qui sont nés dans le digital, dont le digital fait partie intégrante de leur réalité, de leur monde. Donc on comprend bien que quand on parle d'orientation scolaire en ce moment, qu'on parle de la génération Z qui est la dernière du cycle des générations du siècle dans lequel nous vivons. Et aussi va représenter, c'est une génération stratégique parce que c'est celle qui va déterminer la suite autour de cette génération. Alors, j'aimerais vous parler d'un petit point. J'espère que certains d'entre vous ont entendu parler du nouvel ordre mondial. C'est un peu tout le nouveau système qui va régner par rapport à la prochaine génération qui va naître après 2030, qui est déjà connue, la génération Alpha. Avec la génération Z, il y a des semences qui peuvent déjà être semées et germer en eux pour avoir le résultat attendu par rapport à la génération alpha. Donc la génération Z est un peu comme le champ où on va semer pour avoir la récolte, pour avoir ce que l'on veut pour la génération alpha. Donc il faut vraiment comprendre que je voudrais vraiment insister pour dire que cette génération de 2000 à 2030, c'est une génération sur laquelle il ne faudrait pas juste passer outre. C'est une transition qui va se passer et la transition va déterminer la suite. Et chacun de nous a un rôle plus ou moins important à jouer pour la suite des événements. Le monde de demain est un peu reposé sur eux. Donc c'est un peu ça le nouvel ordre mondial. C'est les nouvelles graines, le nouveau système qui sera qui est déjà impliqué sur les générations Z et qui prendra effet pour la nouvelle génération, le nouveau cycle, parce que c'est pas juste une nouvelle génération, mais c'est un nouveau cycle qui va commencer parce que le siècle que nous vivons de 100 ans va clôturer en 2030. Donc c'est comme un nouveau monde qui va commencer à partir de 2030 et donc le plus fort, c'est celui qui aura pris l'emprise sur la génération Z. Alors, pour revenir sur les orientations scolaires par rapport à cette génération Z, je vais donner donc 2 points, mon point de vue d'expert et mon point de vue parental. Sur mon point de vue d'expert, on comprend que la génération Z est une génération stratégique, donc il faudrait comprendre la notion de transmission. La notion de transmission pour bien préparer cette génération, donc pour bien semer sur cette génération, pour avoir la récolte pour les générations futures, donc la génération alpha. Et donc pour les générations, la génération Z, dans la transmission, la première transmission qui doit se faire, c'est la transmission humaine. Pourquoi je dis transmission humaine? Parce que le monde de demain va vraiment centrer sur l'intelligence artificielle, la robotique. Et ce qui va différencier la robotique de l'humain, c'est son intelligence humaine en fait. Et dans cette intelligence humaine, on entend, il y a un mot qui est un peu connu actuellement qui est soft skills. Et dans les soft skills, c'est les capacités comportementales et l'intelligence émotionnelle. Donc ça, dans la transmission des générations Z, il est important de leur apprendre à développer leur capacité humaine, l'interaction. Donc qu'il faut avoir, ça c'est en famille déjà, avoir des moments de qualité en famille, ça permet de développer l'intelligence émotionnelle et ça on doit aussi l'implémenter dans le système éducatif, justement à apprendre aux enfants à développer leurs capacités humaines, émotionnelles et comportementales, parce que c'est ça qui va faire la différence pour le monde de demain, pour garder la place de l'humain au cœur de tout ça, il faudrait que la personne ait vraiment ses capacités comportementales développées. Donc ça, c'est le premier point, la transmission humaine. Et le deuxième point, ça sera une transmission culturelle. Qui dit monde métaverse. Donc métaverse, ça veut dire que tous les univers, tous les continents sont reliés dans un seul monde où les règles sont les mêmes.
Donc, qui dit que les règles sont les mêmes pour tout le monde, ça veut dire que tu es chinois, tu es indien, tu es africain, vous parlez tous le même langage. Donc, la prochaine transmission, ça doit être une transmission culturelle pour garder la singularité de chacun. Parce que dans le monde métaverse, tout le monde va parler le même langage et il est important que chacun puisse avoir sa singularité. Et comment ça doit se faire? Ça doit se faire par des livres, par des podcasts, par le digital. Vraiment transmettre ce qui est de nous, hein, surtout pour l'Afrique. L'Afrique n'a pas cette notion de transmission. Voilà, quelqu'un qui meurt, il meurt avec tout ce qu'il connaissait. Mais aujourd'hui, ça doit changer parce que le monde de demain, si on veut vraiment que la singularité reste, il faut vraiment que culturellement, ça soit transmis. Donc, c'en est fini pour mon point d'expert. Je vais passer à mon deuxième point, mon point de vue parental. Alors, les parents ont besoin de comprendre une chose, c'est que la génération Z, donc née dans le digital, a une réalité qui n'est pas la même que vous, en fait, chers parents. Les réalités sont différentes, donc eux, leur réalité s'écrit digital. Et qui dit digital dit compréhension du monde différent. Donc, le parent a besoin de comprendre. Moi, j'ai envie de prendre un exemple. On est dans un avion, on va à une destination. Et si on te dit que la destination c'est ici, tu ne peux pas dire ah non, moi j'ai pas envie d'aller là-bas, mes enfants, tout ça. Tu es déjà dans l'avion, tu vas atterrir là-bas. Donc ce que tu as à faire, c'est de connaître déjà le lieu où tu vas atterrir pour savoir comment orienter tes enfants, pour savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bon. Donc le monde de demain va s'écrire digital, ça sera ainsi. Ça sera la réalité virtuelle, ça sera le métaverse, ça sera ainsi. Et vous, en tant que parents, ce que vous devez faire, c'est de comprendre ce monde et savoir faire la part des choses pour pouvoir orienter les enfants. Donc sur le point de vue parental, je vais parler de deux types de deux points. Le premier point, c'est de comprendre comment fonctionne la génération Z. Je vais citer une citation d'un livre que j'affectionne, qui est la Bible, qui dit « Au dernier temps, vos jeunes gens auront des rêves et vos vieillards auront des visions ». Ce qui veut dire, on a bien compris que la génération Z, c'est la dernière génération, donc on est bien au dernier temps. Donc les jeunes vont fonctionner beaucoup via leurs rêves en fait. Aujourd'hui, un parent ne pourra pas venir imposer son rêve à l'enfant. On l'a vu tantôt avec la rubrique Bonne Valeur, avec Tata Dora qui l'expliquait bien. Maintenant, il faudrait bien le comprendre parce qu'on est dans la dernière génération. Cette génération sera beaucoup portée par leurs rêves, envie d'accomplir ce qu'ils rêvent, envie d'être ce qu'ils rêvent. Et en tant que parent, ce qu'il y a à faire, c'est d'avoir la vision. La vision, ce n'est pas venir déformer le rêve de l'enfant, mais de venir comprendre ce rêve et savoir comment l'orienter par rapport au monde dans lequel il vit. Donc, la génération Z, elle est beaucoup guidée par leurs rêves et voilà pourquoi vous allez constater que dans cette génération, on parle beaucoup d'entrepreneuriat. Ce n'est pas juste d'entrepreneuriat dans le sens de créer des entreprises, mais c'est dans le sens d'accomplir, de sortir ce qu'il y a enfoui en eux en fait, de sortir le potentiel qu'il y a en eux, d'accomplir les rêves qu'il y a en eux parce que ces rêves sont importants pour le reste du monde. Donc ça c'est le premier point, vraiment chers parents, il faudrait vraiment conjuguer avec les rêves de vos enfants pour la suite. Le deuxième concept, c'est la slash gène. Alors je vais sortir un autre terme assez technique. Et qu'est-ce que c'est la slash gène? Ça vient du mot slash, qui veut dire zapper, qui veut dire jongler, je vais plutôt dire jongler, comme un jongleur, jongler avec plusieurs points. Et c'est la caractéristique de cette génération Z. C'est un peu une déformation U, parce qu'aujourd'hui, vous allez voir un jeune qui est sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest et tout. Et chacun de ces plateformes nécessite un contenu différent. Donc, il va réfléchir à tel contenu, tel contenu, tel contenu. Donc, ça développe une capacité à jongler sur plusieurs points. On comprend bien que la slash gène, en fait, c'est la capacité de pouvoir jongler d'un point à un autre sans forcément perdre son équilibre. Et vous, en tant que parent, c'est de permettre à l'enfant de pouvoir s'exprimer tout en le canalisant
Et l'énergie que les générations Z ont dans la slash gène, en fait, sert justement dans la construction du monde de demain. Le monde digital demande de l'énergie, demande de savoir jongler. Et cette capacité, c'est ce que la génération Z a, qu'il faut vraiment laisser plus ou moins exprimer. Alors, je vais conclure. La génération Z, c'est la dernière génération de ce siècle et c'est une génération totalement stratégique. Alors, pour impacter le monde de demain, les parents, vous avez vraiment besoin de vous impliquer. Toute personne d'une génération antérieure a besoin de s'impliquer parce que vraiment, ça sera une façon de construire le monde de demain. Super, super, super. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi en ce moment. Moi, j'ai eu une sorte d'électrochoc là par rapport à tout ça sur la génération Z. Je suis pas de la génération Z, mais moi, je suis un peu aussi quelqu'un qui fait un peu ce que je veux quand je veux, comme ça. Et je suis totalement d'accord avec avec cette notion de rêve, en fait. C'est vrai que nos enfants sont très... quand tu leur demandes ce que tu veux faire, ils ont des réponses qui les positionnent comme ça à plusieurs antipodes. Et c'est vrai que c'est important en tant que parent de pouvoir, en fait, comprendre que c'est une génération particulière qui déjà est particulière pour nous. Alors j'imagine même pas pour les grands-parents qui doivent se dire mais vous laissez les enfants faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Mais en fait, on a comme pas le choix. Parce que c'est vrai que l'ouverture au monde comme ça, là, un enfant de 6 mois, enfin 6 mois j'exagère, de 2 ans qui sait te manipuler un téléphone, tu as mis un mot de passe, il sait te débloquer, il sait que le mot de passe c'est Z alors qu'il t'a quasiment jamais vu faire ça, mais il a imaginé que ton doigt faisait comme ça. Ils ont quand même une sorte d'intelligence un peu particulière, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on a mis quelque chose dans les biberons? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce qu'on a appris aujourd'hui parce que ça nous permet de prendre la meilleure des positions pour pouvoir être de bons accompagnateurs justement dans l'orientation de nos enfants. Côté A, c'est fini pour aujourd'hui. Je pense qu'on a eu plaisir à apprendre ici sur ce plateau, mais aussi vous de l'autre côté de l'écran. On va pouvoir se séparer en vous disant au revoir. Au revoir.